Je voulais juste commander une pizza. C'était un mardi soir ordinaire dans notre appartement du 6e arrondissement de Lyon. Bruno était sous la douche après une journée épuisante. Encore une de ces journées où il rentrait à 22 heures avec cette excuse éternelle. Les clients n'arrêtent pas d'appeler. Son téléphone vibrait sur la table basse du salon, écran illuminé. Sans réfléchir, j'ai tendu la main pour le prendre et ouvrir l'application de livraison. C'est là que j'ai vu ma petite sœur, en haut de ses conversations WhatsApp. Mon sang s'est glacé. Laetitia, sa sœur cadette. Mais pourquoi ce surnom si intime? Mes doigts ont tremblé quand j'ai ouvert la conversation. Les messages défilaient sous mes yeux incrédules. Des photos, des mots doux, des rendez-vous secrets. J'ai hâte de te sentir contre moi, écrivait-elle. Tu me manques déjà, mon amour, répondait-il. Mon monde s'est écroulé en 3 secondes. 8 ans de mariage. 8 ans à me faire traiter de jalouse, de possessive, de compliquée. 8 ans à entendre. Mais enfin, Carla, c'est ma sœur. C'est normal qu'il soit proche. Quand je m'étonnais de voir Laetitia s'asseoir sur ses genoux lors des repas de famille, ou quand elle l'appelait « mon cœur » devant tout le monde. J'ai photographié les messages avec mon propre téléphone, les mains tremblantes. Les preuves. Il me fallait les preuves avant qu'il ne les efface. Avant de continuer cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous écoutez mon récit et de vous abonner à la chaîne pour d'autres témoignages comme celui-ci. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Bruno est sorti, une serviette autour de la taille, ses cheveux encore mouillés. Il m'a vu avec son téléphone et son visage s'est durci. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je voulais commander une pizza et j'ai vu... » Ma voix s'est brisée. « Bon, Bruno, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui ai montré l'écran. Il a regardé et au lieu de la panique que j'attendais, j'ai vu quelque chose de pire, de la pitié, cette expression condescendante que je connaissais si bien. « Carla, » a-t-il dit d'une voix douce, presque paternelle, « tu as besoin d'aide, c'est de la paranoïa. » « Paranoïa ?» J'ai hurlé. « Mais tu vois bien ce qui est écrit. Je vois une femme qui interprète mal des messages innocents entre un frère et sa sœur. » Il s'est rapproché, a posé ses mains sur mes épaules. « Ma chérie, ça fait des mois que je m'inquiète pour toi. Ces crises de jalousie, ces accusations... » « Des accusations ? Mais regarde !» J'agitais le téléphone sous son nez. « Regarde ces photos. » « Quelles photos ?» Il a pris son téléphone, a regardé l'écran. « Je ne vois que des messages normaux. » « Tu délires, Carla. » C'est là que j'ai compris. Pendant que je parlais, il avait supprimé les photos. En quelques secondes, toutes les preuves compromettantes avaient disparu. Ne restèrent que des messages anodins. « Bonne journée frérot. À bientôt. Bisous. Tu les as effacés. » « Effacés quoi ?» Il me regardait avec cette expression de fausse inquiétude. « Carla, écoute-toi. Tu inventes des choses qui n'existent pas. Je pense vraiment qu'il faut qu'on consulte quelqu'un. » Cette nuit-là, allongé dans notre lit tandis qu'il dormait paisiblement à côté de moi, j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. Était-ce possible que j'ai tout imaginé? Les photos étaient-elles réellement ce que j'avais cru voir? Mais non. J'avais mes propres captures d'écran sur mon téléphone. La preuve était là, dans ma galerie photo. Sauf que le lendemain matin, quand j'ai voulu les regarder, mes mains tremblaient trop pour faire la mise au point. Et une petite voix dans ma tête chuchotait « Et si tu avais vraiment tout imaginé ?» C'était le début de ma descente aux enfers, mais je ne le savais pas encore. Ce que je ne savais pas non plus, c'est que cette famille parfaite, cette famille Dubois si respectable de caluire et cuir, cachait un secret qui me rendrait folle, ou qui me ferait passer pour folle. Il faut que vous compreniez qui sont les Dubois pour saisir l'ampleur de ce dans quoi je me suis retrouvée piégée. Madame Vera Dubois, 60 ans, est ce qu'on appelle une grande dame lyonnaise. Veuve depuis 10 ans, elle règne sur sa famille avec une poigne de fer dissimulée sous des gants de soie. Ancienne institutrice, elle a élevé ses 2 enfants, Bruno et Laetitia, dans le culte de l'apparence et du qu'en dira-t-on. Leur maison bourgeoise de Caluire, avec ses meubles Louis XVI et ses bibelots précieux, ressemble à un musée où chaque objet a sa place et où rien ne doit jamais déranger l'harmonie. Dès le premier jour où Bruno me l'a présenté, j'ai senti que je ne serais jamais à la hauteur. « Alors c'est vous, Carla ?» avait-elle dit en me regardant de la tête aux pieds avec un sourire pincé. « Bruno nous a tellement parlé de vous. » Le ton suggérait qu'elle n'avait pas entendu que du bien. Laetitia, elle, était la petite dernière, le rayon de soleil de la famille, la princesse.
À 28 ans, elle n'avait jamais quitté le nid familial, officiellement pour s'occuper de maman, mais en réalité parce que Madame Vera ne supportait pas l'idée de se retrouver seule. Laetitia était blonde, menue, avec ses grands yeux bleus innocents qui faisaient fondre tout le monde, moi y compris, au début. Quand j'ai épousé Bruno, je pensais intégrer une famille aimante. Je me trompais. J'entrais dans un système parfaitement huilé où chacun avait son rôle et où il n'y avait pas de place pour une étrangère. Les dimanches chez les Dubois étaient un rituel sacré. Déjeuner à 13 heures précises, nappe blanche repassée, service en porcelaine de Limoges. Madame Vera, en bout de table, distribuant les compliments et les reproches d'un même ton égal. Bruno à sa droite, Laetitia à sa gauche. Et moi, l'intruse, face à eux. Carla ne mange pas beaucoup, remarquait Madame Vera en me voyant picorer dans mon assiette. Il faut reprendre des forces, ma petite. Bruno a besoin d'une femme en bonne santé. Maman a raison, renchérissait Laetitia de sa voix de petite fille. Bruno mérite qu'on prenne soin de lui. Pas vrai, mon Bruno? Et elle se levait pour aller l'embrasser sur la joue, s'attardant plus longtemps que nécessaire, ses mains s'appuyant sur ses épaules. Tu sens bon aujourd'hui, murmurait-elle. C'est quel parfum? Arrête tes bêtises, riait Bruno, mais ses yeux brillaient. Espèce de coquette. Moi, je regardais cette scène en me disant que quelque chose clochait. Mais quand j'en parlais à Bruno plus tard, dans la voiture, il soupirait. « Carla, s'il te plaît, c'est ma sœur. Elle est affectueuse, c'est tout. Tu vois le mal partout. Affectueuse? Bruno, elle s'assoit sur tes genoux. Et alors? On a toujours été comme ça. Tu voudrais que je rejette ma propre sœur pour te faire plaisir? » Cette phrase revenait sans cesse. Tu voudrais que je rejette ma famille pour te faire plaisir? Comme si mes inquiétudes n'étaient que des caprices de femme jalouse. Les mois passaient et je me sentais de plus en plus étrangère dans ma propre vie. Lors des anniversaires, des fêtes, Laetitia monopolisait Bruno. Elle se blottissait contre lui pour regarder les photos, réclamait qu'il la porte comme quand elle était petite, l'appelait « mon grand frère adoré » avec des intonations si sensuelles. Ils ont toujours été fusionnels, m'expliquait Madame Vera quand elle me voyait observer ce petit manège. Laetitia était si petite quand son père est mort. Bruno l'a élevée comme sa propre fille. C'est touchant cette complicité, vous ne trouvez pas? Touchant. Oui, c'était le mot qu'ils utilisaient tous. Touchant, émouvant, beau de voir un frère si attentionné. Moi, je voyais autre chose. Je voyais les regards qu'ils échangeaient, les sourires complices, la façon dont Laetitia trouvait toujours une excuse pour l'effleurer. Un jour, j'ai surpris Laetitia dans la cuisine de Madame Vera. Elle était au téléphone et riait de ce rire cristallin qui la caractérisait. « Oui, mon cœur, j'ai hâte de te voir aussi. » Non, elle ne se doute de rien. « D'accord, à tout à l'heure, je t'aime. » Quand elle m'a vue, elle a raccroché précipitamment. « Oh, Carla, tu m'as fait peur. Tu parlais à qui? » À un ami. Ses joues s'étaient empourprées. « Enfin, à quelqu'un que tu ne connais pas. » Ce soir-là, j'ai demandé à Bruno. « Laetitia a un petit ami? » Pas que je sache. Pourquoi? Elle était au téléphone. Elle avait l'air amoureuse. Bruno a froncé les sourcils. « Tu espionnes ma sœur maintenant? » « Je n'espionne personne. J'étais juste dans la cuisine et... » « Carla, ça suffit. » Sa voix s'était durcie. « Je ne sais pas ce qui t'arrive en ce moment, mais tu deviens obsédée par ma famille. C'est malsain. Obsédée, malsaine, jalouse, paranoïaque. » Les mots s'accumulaient, formant un mur autour de moi. Et le pire, c'est que je commençais à les croire. Peut-être que j'étais vraiment en train de devenir folle. Peut-être que je voyais des choses qui n'existaient pas, que j'interprétais mal des gestes innocents. Après tout, qui étais-je pour remettre en question les liens familiaux des Dubois? Mais alors, pourquoi Bruno rentrait-il de plus en plus tard? Pourquoi trouvais-je des parfums inconnus sur ses vêtements? Pourquoi, lors des repas de famille, Laetitia et lui échangeaient-ils des regards que je ne comprenais pas? Et surtout, pourquoi, quand je posais ces questions, avais-je toujours l'impression d'être celle qui avait tort? La réponse à toutes ces questions, je l'aurai bientôt. Mais d'abord, il me fallait apprendre à documenter la vérité avant qu'elle ne disparaisse sous mes yeux, comme ces photos sur le téléphone de Bruno. Car dans la famille Dubois, la réalité avait cette fâcheuse tendance à s'évaporer dès qu'on essayait de la saisir. Cette nuit-là, après l'incident du téléphone, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Je ne pouvais plus me contenter de mes souvenirs et de mes impressions. Si je voulais avoir une chance de prouver la vérité,
Il me fallait des preuves tangibles. Des preuves qu'on ne pourrait pas faire disparaître d'un simple clic. Le lendemain matin, pendant que Bruno prenait sa douche, j'ai fouillé dans ses affaires. Pas par plaisir, chaque geste me répugnait, mais par nécessité. Dans la poche de sa veste, j'ai trouvé un reçu d'hôtel daté de la semaine précédente. L'hôtel des Célestins, en plein centre de Lyon. Le jour où il m'avait dit qu'il visitait une maison à Villeurbanne avec des clients. Photos. Sauvegarde dans un dossier caché de mon téléphone. J'ai commencé à noter tout. Ses horaires, ses excuses, les parfums inhabituels, les appels qu'il raccrochait quand j'entrais dans la pièce. Mon carnet est devenu mon meilleur allié. Chaque mensonge, chaque incohérence était soigneusement documenté avec date et heure. Mais c'est quand j'ai installé une application d'enregistrement sur mon téléphone que les choses ont vraiment pris une autre dimension. La première fois que j'ai enregistré une de nos disputes, j'ai eu la chair de poule en me réécoutant. Sa voix si calme, si raisonnable. « Carla, tu dis des choses qui n'ont aucun sens. Tu mélanges tout. » Et moi, hystérique, criant « Mais tu étais où jeudi soir? Tu m'avais dit que tu travaillais? » « J'étais au bureau, je te l'ai dit. »« Tu ne m'écoutes jamais. Mais le bureau ferme à 19h. »« Carla, s'il te plaît, écoute-toi, tu es en train de craquer. » En réécoutant ces enregistrements, j'ai compris le mécanisme. Il ne niait jamais frontalement. Il retournait toujours la situation pour me faire passer pour celle qui avait des problèmes de mémoire, de logique, de perception. C'était subtil, méthodique, imparable. Heureusement, j'avais Julia. Julia Lemaire, ma meilleure amie depuis l'université, avocate spécialisée en droit de la famille. Une femme de 30 ans, célibataire par choix, qui ne mâchait pas ses mots. Quand elle est venue dîner à la maison un soir et qu'elle a vu Bruno et moi nous disputer pour une histoire ridicule, j'avais osé demander pourquoi il avait changé le code de son téléphone. Elle m'a prise à part dans la cuisine. « Carla, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Je ne sais plus. Bruno dit que je deviens paranoïaque. Peut-être qu'il a raison. Paranoïaque ? Julia a froncé les sourcils. Toi, la femme la plus rationnelle que je connaisse ? C'est ce soir-là que j'ai tout raconté à Julia. Les messages, les mensonges, les parfums, les regards avec Laetitia. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux d'avocate analysant chaque détail. Carla, tu n'es pas folle. Ce que tu décris, ça s'appelle du gaslighting. Il te manipule pour te faire douter de ta propre réalité. Mais si c'était vrai, si j'inventais vraiment tout, alors on va le vérifier. Sa voix était ferme, rassurante. Tu vas continuer à documenter, et moi, je vais t'aider. Et si jamais tu décides de partir, tu auras toutes les cartes en main. Julia m'a aussi conseillé de consulter un psychiatre. Pas parce que tu es folle, mais pour avoir un avis médical objectif. Si un jour ça tourne mal, il te faudra des preuves de ta stabilité mentale. Le docteur Morera m'a reçu dans son cabinet du 2e arrondissement. Un homme de 45 ans, aux cheveux grisonnants, au regard bienveillant. Pendant 2 heures, il m'a posé des questions, m'a fait passer des tests. À la fin de la consultation, son verdict était sans appel. Madame Dubois, vous présentez tous les signes d'une personne victime de violences psychologiques. Vous n'avez aucun trouble mental, aucune tendance paranoïaque. Ce que vous vivez correspond exactement au profil de quelqu'un qui subit du gaslighting. J'ai pleuré de soulagement. Enfin, quelqu'un me confirmait que je n'étais pas en train de perdre la raison. Docteur, si mon mari affirme que je suis instable, madame, j'ai 45 ans d'expérience. Je sais reconnaître une personne déséquilibrée. Vous n'en êtes pas une. Gardez précieusement ce rapport. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Bruno au téléphone dans le salon. Il parlait à voix basse, mais j'ai distinctement entendu « Non, elle ne se doute de rien. Oui, demain soir. Moi aussi j'ai envie de toi. » Mon sang n'a fait qu'un tour. Cette fois, j'étais prête. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Quand il m'a vu, Bruno a raccroché précipitamment. C'était qui ? Un client. Réponse automatique, regard fuyant. À 11h du soir ? Tu dis « J'ai envie de toi à tes clients maintenant ?» Le masque est tombé. Pour la première fois, j'ai vu de la panique dans ses yeux. Puis, très vite, la colère. « Tu m'espionnes ? Tu enregistres nos conversations ? Carla, tu es malade. Complètement malade. » Il s'est levé, s'est approché de moi. « Donne-moi ce téléphone. » « Non. Donne-moi ce téléphone ou j'appelle un médecin. Tu as besoin d'être interné. » J'ai serré mon téléphone contre moi et j'ai couru m'enfermer dans la salle de bain. Derrière la porte, j'entendais Bruno faire les 100 pas en marmonnant. « Elle devient vraiment dangereuse. Il va falloir faire quelque chose. »
Cette nuit-là, j'ai su que la guerre était déclarée. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, Bruno était déjà parti. Sur la table de la cuisine, il avait laissé une note. « Carla, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste pour toi. On en parlera ce soir. Je t'aime. Je t'aime. » 3 mots qui, dans ce contexte, sonnaient comme une menace. Quand il est rentré le soir, il n'était pas seul. Madame Vera et Laetitia l'accompagnaient. Un conseil de famille improvisé dont j'étais l'accusée. « Ma chérie, » a commencé Madame Vera de sa voix la plus douce, « Bruno nous a raconté vos difficultés. Nous sommes là pour t'aider. »« M'aider ? Tu es fatiguée, Carla ?» a ajouté Laetitia avec des trémolos dans la voix. Ces crises de jalousie, ces accusations, tu as besoin de repos. Quelles accusations ? Ma voix montait déjà dans les aigus. J'ai entendu Bruno au téléphone hier soir. Il disait « J'ai envie de toi ». Les 3 membres de la famille Dubois ont échangé des regards navrés, comme si j'étais une enfant qui inventait des histoires. Ma pauvre petite, a soupiré Madame Vera. Tu vois bien que tu délires. Bruno était au téléphone avec un promoteur immobilier. Monsieur Jantet, n'est-ce pas Bruno ? Exactement. Monsieur Jantet me proposait une nouvelle collaboration. C'est tout. Carla a mal entendu. Mal entendu ? J'ai hurlé. Vous vous foutez de moi ? Carla ! Bruno a pris son ton le plus paternel. Tu vois, tu t'emportes pour rien. C'est exactement ce dont nous parlions. Cette nuit-là, j'ai appelé Julia en pleurant. Ils me font passer pour folle, Julia. Ils s'y mettent tous. Calme-toi, raconte-moi tout. Quand j'ai fini mon récit, Julia est restée silencieuse un long moment. Carla, ils sont en train d'organiser ta destruction psychologique. C'est du harcèlement en réunion. Ton mari a peur que tu aies des preuves, alors il veut te discréditer avant que tu puisses t'en servir. Qu'est-ce que je dois faire ? Demande le divorce. Maintenant, avant qu'il n'aille plus loin. Le mot était lâché. Divorce. Après 8 ans de mariage, j'allais rompre les liens qui m'unissaient à cette famille qui m'empoisonnait la vie. J'ai attendu le week-end pour annoncer ma décision. Bruno était dans le salon, regardant le match de foot. Laetitia était venue déjeuner et se blottissait contre lui sur le canapé, ses jambes nues posées sur les siennes. Une image qui, aujourd'hui, me révulsait. Bruno, il faut qu'on parle. Maintenant, il n'a même pas levé les yeux de l'écran. Après le match. Non, maintenant. J'ai éteint la télévision. Hé ! Laetitia s'est redressée, indignée. On regardait. Laetitia, sors s'il te plaît. Quoi ? Elle a regardé Bruno, cherchant son soutien. Pourquoi je sortirais ? Je suis chez mon frère. Laetitia, va dans ta chambre, a dit Bruno, sentant que la situation était sérieuse. Quand nous avons été seuls, j'ai pris une grande inspiration. Je veux divorcer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Bruno me regardait comme si j'avais perdu la tête. Divorcer ? Mais pourquoi ? Tu le sais très bien pourquoi. Il s'est levé, s'est approché de moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la vraie émotion dans ses yeux, de la peur. Carla, ma chérie, tu ne penses pas ce que tu dis. Tu es juste fatiguée, stressée. On va prendre des vacances, se retrouver. Non, Bruno, c'est fini. Je connais la vérité. Quelle vérité ? Sa voix s'est durcie. Encore tes délires ? Mes délires ? J'ai sorti mon téléphone. Tu veux entendre l'enregistrement d'hier soir ? Son visage s'est décomposé. Puis, très vite, la colère a remplacé la peur. Tu m'enregistres ? Depuis quand ? Depuis que j'ai compris que tu me mentais. Carla, tu es complètement malade. Il a hurlé si fort que Laetitia est sortie de sa chambre en courant. Qu'est-ce qui se passe ? Ta belle-sœur a perdu la raison. Elle m'enregistre en secret. Elle veut divorcer. Elle... Et là, Laetitia s'est mise à pleurer. Pas des larmes discrètes, non. Des sanglots déchirants, comme si je venais d'annoncer la fin du monde. Carla, comment tu peux faire ça ? Briser notre famille ? Mon frère t'aime. On t'aime tous. Pourquoi tu es si méchante ? Méchante. Voilà. J'étais la méchante de l'histoire. Cette nuit-là, Bruno a dormi sur le canapé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé ma mère dans la cuisine avec Madame Vera. Elle buvait un café et chuchotait. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ma chérie. » Ma mère avait les yeux rouges. Madame Dubois m'a appelée. Elle m'a dit que tu n'allais pas bien. Pas bien ? Cette histoire de divorce, Carla. Tu ne penses pas que tu exagères ? Bruno est un bon mari. Et cette pauvre Laetitia, tu l'accuses de... Moi, je n'accuse personne. Je constate. Carla,
Assieds-toi. Madame Vera avait pris sa voix la plus douce. Nous t'aimons tous, mais il faut que tu acceptes de te faire aider. Bruno a trouvé un excellent psychiatre, le docteur Bernardin. Il pourrait te recevoir dès demain. Je n'ai pas besoin de psychiatre. J'ai déjà consulté le docteur Moreira et... Le docteur Moreira? Madame Vera a froncé les sourcils. Mais nous ne le connaissons pas. Comment savoir s'il est compétent? Le docteur Bernardin, lui, est un ami de la famille. Il nous donnera un avis objectif. Un ami de la famille, bien sûr. Non, je ne verrai aucun de vos psychiatres. Je vais chez Julia et je lance la procédure de divorce. Et c'est ce que j'ai fait. Mais si j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois. Car déclarer la guerre aux Dubois, c'était s'attaquer à une machine bien huilée, rodée à l'art de détruire ceux qui osaient les défier. La vraie bataille ne faisait que commencer. Et j'étais loin d'imaginer jusqu'où ils étaient prêts à aller pour protéger leurs secrets. Le matin de l'audience, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dans quelques heures, j'allais me retrouver face à un juge pour expliquer pourquoi je voulais divorcer d'un homme que sa famille présentait comme un saint, et moi comme une déséquilibrée. Julia m'avait préparé pendant des semaines, me répétant sans cesse « Reste calme, présente les faits, laisse-les se contredire. » Mais comment rester calme quand on sait que toute une famille s'apprête à vous démolir publiquement? « Tu as ton dossier ?» m'a demandé Julia en buvant son café dans son bureau. « Oui. » J'ai tapoté ma mallette. Les enregistrements, les photos, le rapport du docteur Moreira, les reçus d'hôtel, tout y est. Parfait. Et souviens-toi, quoi qu'ils disent, ne crie pas, ne t'emporte pas. Ils vont essayer de te pousser à bout pour prouver que tu es instable. Le palais de justice de Lyon m'a toujours impressionné. Ces murs chargés d'histoire, ces couloirs où résonnent les pas pressés des avocats, cette atmosphère solennelle qui vous rappelle que la justice n'est pas un jeu. Mais ce jour-là, en franchissant les portes de la salle d'audience, j'avais l'impression d'entrer dans une arène. Ils étaient tous là. Bruno, en costume sombre, l'air grave et digne. Madame Vera, vêtue de noir comme pour un enterrement, le mien symboliquement. Laetitia, dans une robe sage qui la faisait paraître encore plus jeune, ses grands yeux bleus déjà brillants de larmes contenues. Et derrière eux, toute une rangée de témoins, des amis de la famille, des voisins, même le pharmacien de leur quartier. Une véritable armée mobilisée pour ma destruction. De mon côté, j'avais Julia. Et c'était tout. Le juge, monsieur le comte, était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs et au regard fatigué. Il avait dû voir passer tant de couples déchirés dans ce tribunal. Allait-il seulement m'écouter? Maître Reynaud, a-t-il dit en s'adressant à l'avocat de Bruno. Vous pouvez commencer. Maître Reynaud s'est levé. Un homme élégant, la 50aine, une réputation irréprochable au barreau lyonnais. Bruno avait mis le paquet. Monsieur le Président, nous sommes ici aujourd'hui pour une bien triste affaire. Monsieur Bruno Dubois, père de famille respecté, agent immobilier reconnu dans sa profession, se voit accusé par son épouse de... Il a marqué une pause théâtrale. De faits si graves et si invraisemblables qu'ils ne peuvent s'expliquer que par l'état psychologique défaillant de madame. Mon sang s'est glacé. Il attaquait d'emblée sur ma santé mentale. Monsieur le Président, Madame Dubois accuse son époux d'entretenir une relation incestueuse avec sa propre sœur. Une accusation aussi grave qu'infondée, qui témoigne d'un délire paranoïaque préoccupant. Délire paranoïaque. Les mots ont résonné dans la salle comme une condamnation. Mon client a tout tenté pour aider son épouse, consultation médicale, soutien familial, patience infinie, mais rien n'y fait. Madame Dubois s'enfonce dans ses fantasmes et refuse l'aide qu'on lui propose. Bruno s'est alors levé pour témoigner. Sa voix était posée, son débit mesuré. Il incarnait parfaitement l'homme blessé mais digne. Monsieur le Président, j'aime ma femme. Je l'ai toujours aimée. Mais depuis quelques mois, elle a changé. Elle m'espionne, m'enregistre en secret, fouille dans mes affaires. Sa voix s'est brisée. Elle accuse ma sœur, ma propre sœur de... Je ne peux même pas répéter ces horreurs. Pourtant, vous devez bien comprendre d'où viennent ces accusations, a demandé le juge. Monsieur le Président, ma femme a toujours été jalouse. Mais récemment, c'est devenu pathologique. Elle voit des signes partout, interprète tout de travers. Quand je prends ma sœur dans mes bras pour la consoler, elle y voit de la sensualité. Quand je reste tard au bureau, elle imagine des rendez-vous galants. Il a secoué la tête avec tristesse. C'est épuisant. Puis ça a été le tour de Laetitia. Elle s'est avancée à la barre, fragile, les larmes aux yeux. Une performance d'actrice digne d'un Oscar.
Monsieur le Président, a-t-elle commencé d'une voix tremblante, j'aime beaucoup ma belle-sœur. Enfin, j'aimais, parce que maintenant j'ai peur d'elle. Peur? Pourquoi? Elle m'accuse de coucher avec mon frère. Les mots sont sortis dans un sanglot. Mon propre frère, comment peut-on imaginer une chose pareille? Bruno, c'est mon grand frère, mon protecteur depuis la mort de papa. Jamais je ne... Elle s'est effondrée en pleurs. Dans la salle, j'entendais des murmures compatissants. Même le juge semblait touché par cette détresse apparente. Elle dit qu'on s'envoie des messages d'amour, qu'on se retrouve en secret. Mais regardez, Laetitia a sorti son téléphone. Regardez nos conversations. Il n'y a que des messages de frères et sœurs. Bien sûr qu'il n'y avait plus rien. Ils avaient eu des mois pour nettoyer toutes les preuves. Madame Vera a témoigné ensuite, dépeignant le portrait d'une belle fille qu'elle avait accueillie comme sa propre fille, mais qui, hélas, souffrait de troubles mentaux évidents. Elle s'est toujours méfiée de nous, a-t-elle expliqué avec une tristesse feinte. Dès le début, elle voyait des complots partout. Et maintenant, ces accusations terribles, mon pauvre Bruno en est malade. Et ma petite Laetitia n'ose même plus venir à la maison. Les témoins se sont succédés. Tous disaient là la même chose. Bruno était un homme exemplaire. Laetitia une jeune femme pure et innocente. Et moi une épouse perturbée qui détruisait une famille unie par ses délires. Quand est venu mon tour de parler, mes jambes tremblaient. Je me suis levée, j'ai regardé le juge et j'ai commencé à raconter ma version. Les messages découverts, les mensonges, les manipulations. « Madame », m'a interrompu maître Reynaud, « avez-vous des preuves de ces accusations graves ?»« Oui », j'ai sorti mon téléphone. J'ai des enregistrements, des photos, des enregistrements réalisés à l'insu de votre époux. Le juge fronçait les sourcils. « Vous savez que cela pose des problèmes de légalité ?» Mon cœur s'est serré. Julia m'avait prévenu que ce serait compliqué. « Monsieur le Président, » a continué maître Reynaud, « vous voyez bien que madame confirme elle-même son comportement paranoïaque. Elle espionne, elle enregistre en secret. J'étais obligée, j'ai crié. Ils effaçaient tout, ils me faisaient passer pour folle. Madame Dubois, a dit le juge sèchement, calmez-vous. Mais je ne pouvais plus me calmer. Tout s'écroulait. Ils avaient réussi à retourner la situation. Mes preuves devenaient les preuves de ma folie. Regardez, j'agitais mon téléphone. J'ai la photo d'un reçu d'hôtel, le jour où il prétendait visiter une maison. Un reçu qui prouve quoi ? A demandé maître Reynaud. Que votre mari a peut-être bu un café dans cet hôtel avec un client ? Et les parfums sur ses vêtements ? Et ses retards constants ? Madame, le juge commençait à s'impatienter. Des retards et des parfums ne prouvent pas l'adultère, et encore moins l'inceste. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Bruno me regardait avec une expression de pitié feinte. Laetitia pleurait toujours dans son mouchoir. Madame Vera secouait la tête avec tristesse. « Vous voyez ?» a murmuré Bruno assez fort pour que le juge l'entende. « Elle s'emporte encore. Elle ne peut pas s'empêcher de... »« Taisez-vous !» j'ai hurlé. « Vous mentez tous !» Le silence qui a suivi était assourdissant. Le juge me fixait avec sévérité. Dans la salle, je lisais la condamnation sur tous les visages. « Madame Dubois, » a dit le juge d'une voix glaciale, « votre comportement confirme les préoccupations exprimées par votre époux. Je pense qu'il serait sage de reporter cette audience et de... » C'est à ce moment-là que Julia s'est levée. Elle avait dans les mains une épaisse chemise que je ne lui avais jamais vue. « Monsieur le Président, puis-je intervenir ? J'ai des éléments nouveaux qui pourraient éclairer cette affaire d'un jour tout à fait différent. » Le silence dans la salle d'audience était total. Julia s'avançait vers la barre avec cette assurance que je lui connaissais quand elle tenait un dossier en béton. Mais quelle pouvait bien être cette mystérieuse chemise qu'elle n'avait jamais mentionnée ? « Monsieur le Président, » a-t-elle commencé d'une voix claire, « avant de statuer sur cette affaire, il me semble important que vous entendiez un témoin dont le témoignage va, je pense, changer votre perception des événements. » Maître Reynaud s'est levé, visiblement contrarié. « Monsieur le Président, nous n'avons pas été informés de ce témoin. » « En effet, » a répondu Julia calmement, « parce que ce témoin ne s'est manifesté qu'hier soir. Et je pense que vous comprendrez pourquoi quand vous l'entendrez. » Le juge a hésité, puis a fait signe à Julia de continuer. « Faites entrer votre témoin, maître le maire. » La porte s'est ouverte et j'ai eu la surprise de voir entrer le docteur Moreira. Que faisait-il ici ? Julia ne m'avait pas dit qu'elle l'avait convoqué. « Docteur Moreira, » a dit Julia, « vous avez examiné ma cliente il y a plusieurs semaines. Pouvez-vous nous dire quelles ont été vos conclusions ?» Le docteur s'est éclairci la gorge.
Madame Dubois m'a consultée en septembre dernier. Elle présentait tous les symptômes d'une personne victime de violences psychologiques. Mes tests ont été formels. Elle ne souffre d'aucun trouble mental, d'aucune tendance paranoïaque. En revanche, elle montrait des signes clairs de stress post-traumatique consécutif à ce qu'on appelle du gaslighting. Gaslighting, a demandé le juge. Une forme de manipulation psychologique qui consiste à faire douter la victime de sa propre perception de la réalité. C'est une technique redoutable qui peut rendre fou n'importe qui. Dans la salle, j'ai entendu des murmures. Bruno et sa famille échangeaient des regards inquiets. « Docteur », a continué Julia, « pensez-vous que Madame Dubois était capable d'inventer de toutes pièces une histoire d'inceste ? Absolument pas. Les personnes victimes de gaslighting ont au contraire tendance à douter de leur propre perception. Elles ne inventent pas, elles questionnent ce qu'elles ont vu ou entendu. » Maître Reynaud s'est levé. « Monsieur le Président, ce témoignage ne prouve rien. Un psychiatre peut se tromper. »« C'est vrai, » a acquiescé Julia. « C'est pourquoi j'ai autre chose à vous présenter. » Elle a ouvert sa mystérieuse chemise et en a sorti une liasse de documents. « Monsieur le Président, voici des captures d'écran d'un groupe WhatsApp familial des Dubois. Ces messages m'ont été transmis hier soir par quelqu'un qui ne supportait plus le mensonge. Mon cœur s'est arrêté de battre. Des messages WhatsApp? Quels messages? Ces conversations, a continué Julia, montrent très clairement comment la famille Dubois s'est organisée pour faire passer ma cliente pour folle et dissimuler la vérité. Elle a tendu les documents au juge qui a commencé à les lire, ses sourcils se fronçant de plus en plus. « Puis-je vous lire quelques extraits, Monsieur le Président ?» Le juge a fait signe que oui. Message de Laetitia Dubois, daté du 15 octobre. « Elle a failli nous voir hier soir à l'hôtel. Il faut qu'on soit plus prudent. » Un frisson a parcouru la salle. Bruno était devenu livide. Message de Bruno Dubois en réponse. « T'inquiète pas, ma chérie. Elle ne prouvera jamais rien. Et si elle essaie, on dira qu'elle délire. »« Objection !» a crié Maître Reynaud. « Ces messages peuvent être falsifiés. »« C'est possible, » a admis Julia, « mais difficilement. Car voyez-vous, nous avons aussi les métadonnées, les heures exactes, et surtout, elle a sorti d'autres feuilles. Message de Madame Vera Dubois. Il faut absolument qu'on trouve un psychiatre qui dira qu'elle est folle. J'ai un ami médecin qui pourrait nous aider. Et celui-ci, de Laetitia. J'en ai marre de jouer la petite sœur innocente. Vivement qu'on se débarrasse d'elle. » Le juge lisait les documents, son visage exprimant un dégoût croissant. « Mais le plus révélateur, a continué Julia, c'est ce message de Laetitia, envoyé hier matin, quand elle a appris que l'audience aurait lieu. Elle a tout découvert. Il faut absolument qu'elle paraisse folle devant le juge. Maman, tu peux pleurer ? Et Bruno, soit le mari parfait et blessé. » Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Tous les regards étaient de braqués sur la famille Dubois. Bruno ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Laetitia ne pleurait plus du tout. Son visage s'était durci. Madame Vera regardait fixement le sol. « Qui vous a transmis ces messages ?» a demandé le juge. « Alexis Dubois », a répondu Julia. « Le cousin de Bruno. Il faisait partie du groupe familial et il a fini par ne plus supporter cette mascarade. Il est prêt à témoigner si nécessaire. »« C'est impossible », a balbutié Bruno en se levant. « Alexis n'aurait jamais. Ces messages sont faux. »« Vraiment ?» Julia a souri. « Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à nous donner votre téléphone pour vérification ?» Bruno s'est figé. Laetitia aussi. Même Madame Vera semblait pétrifiée. « En fait, » a continué Julia, « nous avons beaucoup d'autres choses. Des témoignages de personnel d'hôtel qui vous ont vu ensemble, des reçus de restaurant, des photos prises par des témoins. Alexis nous a tout donné. Il documentait vos faits et gestes depuis des mois, écœuré par ce qu'il voyait. Elle a sorti d'autres documents de sa chemise, apparemment inépuisables. Photos de Bruno et Laetitia s'embrassant sur la bouche à la sortie de l'hôtel des Célestins. Témoignage du réceptionniste qui les a vus réserver une chambre sous le nom de Monsieur et Madame Martin. Facture de restaurant où ils se rendaient en amoureux. « Arrêtez !» a crié Laetitia en se levant brusquement. « Arrêtez tout ça !» Pour la première fois depuis le début de l'audience, son masque était tombé. Fini la petite sœur innocente. Son visage exprimait une rage pure. « Vous ne comprenez rien !» a-t-elle hurlé. « Bruno et moi, on s'aime, on s'est toujours aimé. Cette garce n'avait qu'à pas s'installer entre nous. » Un silence stupéfait a accueilli cet aveu.
Bruno avait enfoui son visage dans ses mains. « Laetitia, tais-toi !» a sifflé Madame Vera. Mais Laetitia était lancée, des années de frustration explosées d'un coup. « Non, je ne me tairai plus. J'en ai marre de faire semblant. Bruno, dis-lui qu'on s'aime, qu'on a toujours été ensemble. » Bruno a relevé la tête, ses yeux fous se sont posés sur moi. « Carla, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ?» Ma voix était étrangement calme. « Alors explique-moi ce que c'est. »« C'est compliqué. Laetitia et moi. »« Bruno !» a crié Madame Vera. « Tais-toi, avocat, faites quelque chose !» Mais Maître Reynaud semblait aussi abasourdi que le reste de la salle. Le juge a frappé plusieurs coups de marteau pour ramener le calme. « Madame Dubois, m'a-t-il dit, je vous présente mes excuses. Il est évident que vous avez été victime d'une manipulation particulièrement perverse. » Il s'est tourné vers Bruno et sa famille. « Quant à vous, » sa voix était glaciale, « votre comportement est non seulement moralement répréhensible, mais également répréhensible pénalement. Faire passer quelqu'un pour fou pour dissimuler vos propres actes. » Bruno s'est effondré sur sa chaise. Laetitia pleurait maintenant pour de vrai. Madame Vera regardait toujours fixement le sol, comme si elle pouvait disparaître par la force de sa volonté. Moi, j'étais dans un état second. Après des mois de doute, de culpabilité, de remise en question, la vérité éclatait enfin au grand jour. Je n'étais pas folle. Je n'avais rien imaginé. La justice allait enfin être rendue. 2 ans ont passé depuis cette audience mémorable. 2 ans que j'essaie de reconstruire ma vie sur des fondations plus solides, loin du poison des Dubois. Le verdict du juge avait été sans appel. Divorce aux torts exclusifs de Bruno. Pension alimentaire conséquente, dommages et intérêts pour le préjudice psychologique subi. La justice avait reconnu que j'avais été victime d'une manipulation orchestrée par toute une famille pour me faire passer pour folle et dissimuler une relation incestueuse. Bruno a quitté Lyon le lendemain du jugement. Sa carrière d'agent immobilier s'est écroulée quand l'affaire a été relatée dans le Progrès. Qui voudrait faire affaire avec un homme capable de manipuler sa propre épouse de manière si perverse? Aux dernières nouvelles, il vivrait quelque part en Bretagne, sous un nom d'emprunt. Laetitia l'a suivi, bien sûr. Leur histoire d'amour tordu pouvait enfin s'épanouir au grand jour, loin des regards lyonnais. Madame Vera, elle, est restée dans sa grande maison de Caluire. Mais c'est une femme brisée. Ses amies l'ont abandonnée une à une quand le scandale a éclaté. Elle, qui était si fière de sa respectabilité bourgeoise, se retrouve maintenant isolée, pointée du doigt. Le pharmacien du quartier m'a raconté qu'elle ne sort plus que pour faire ses courses, le regard fuyant, la tête basse. La chute a été rude pour quelqu'un qui avait bâti sa vie sur les apparences. Alexis, le cousin qui nous avait transmis les preuves, m'a contacté plusieurs fois depuis. Il s'excusait encore et encore de n'avoir pas agi plus tôt. J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait vraiment, m'avait-il confié. Au début, je pensais que Bruno et Laetitia étaient juste, très proches. Puis, j'ai commencé à voir leurs messages, leurs rendez-vous secrets. Et quand j'ai compris qu'il te faisait passer pour folle, il avait secoué la tête avec dégoût. Je ne pouvais plus rester complice. Julia, ma précieuse Julia, est devenue bien plus qu'une amie. Elle est ma sœur de cœur, celle qui m'a sauvée quand je coulais. Sans elle, jamais je n'aurais eu la force d'aller jusqu'au bout. C'est elle qui a patiemment reconstitué le puzzle, qui a convaincu Alexis de témoigner, qui a orchestré cette révélation théâtrale qui a changé ma vie. « Tu savais ?» lui avais-je demandé après l'audience. « Pour les messages d'Alexis ?» « Depuis 3 jours seulement, » avait-elle répondu. Il m'a contacté en urgence. Il n'en pouvait plus de garder le secret. J'ai préféré ne rien te dire pour ne pas te donner de faux espoirs. Aujourd'hui, j'ai repris mon travail de designer graphique. Ma clientèle s'est même étoffée depuis l'affaire. Paradoxalement, le fait d'avoir survécu à cette épreuve m'a donné une notoriété que je n'avais jamais eue. Les femmes viennent me voir, elles me racontent leurs histoires de manipulation, de gaslighting, de violence psychologique. Je suis devenue, malgré moi, une sorte de symbole. Mais les cicatrices sont encore là. Parfois, le matin en me réveillant, je doute encore de mes souvenirs. Cette période où Bruno me faisait questionner ma propre sanité mentale a laissé des traces indélébiles. Il m'arrive encore de vérifier 3 fois que j'ai bien fermé la porte, que j'ai bien éteint le gaz, que je n'ai pas imaginé cette conversation importante. Le gaslighting, c'est un poison lent qui continue d'agir longtemps après qu'on ait quitté l'empoisonneur. Le docteur Morera me suit toujours. C'est normal, me répète-t-il lors de nos séances. Vous avez vécu une agression psychologique majeure.
Il faut du temps pour retrouver confiance en sa propre perception de la réalité. Parfois, quand je marche dans les rues de Lyon, je croise des couples qui semblent parfaits. Lui, attentionné, elle, souriante. Et je me demande combien de ces femmes vivent en réalité un calvaire silencieux. Combien se font dire qu'elles sont trop sensibles, paranoïaques, fatigantes quand elles osent questionner les incohérences de leur mari. Car c'est cela, le plus insidieux dans la violence psychologique. Elle est invisible. Pas de bleu, pas de fracture, juste une lente destruction de l'estime de soi. Le manipulateur procède par petites touches, remettant en question la mémoire de sa victime, sa perception, son jugement, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus faire la différence entre la réalité et ce qu'on veut lui faire croire. J'ai eu de la chance. J'ai eu Julia, j'ai eu le docteur Morera, j'ai eu Alexis qui a fini par parler. Mais combien de femmes n'ont personne? Combien restent prisonnières de ces mécanismes destructeurs parce qu'elles ont fini par croire qu'elles étaient réellement folles? Il y a quelques semaines, une jeune femme m'a contactée via mon site internet. Elle s'appelait Marie, elle avait 26 ans, et son message m'a glacé le sang. Madame Dubois, je pense que mon mari me ment, mais il dit que je suis paranoïaque. Comment savoir si c'est moi qui deviens folle? J'ai passé 3 heures au téléphone avec elle. Je lui ai expliqué les mécanismes du gaslighting, je lui ai donné les coordonnées du docteur Morera, je lui ai dit de documenter, de garder des preuves, de ne jamais douter de son instinct. 6 mois plus tard, elle m'a rappelé. Elle avait quitté son mari. Elle avait découvert qu'il la trompait depuis 2 ans et qu'il avait effectivement manipulé sa perception de la réalité pour qu'elle cesse de poser des questions. « Merci », m'avait-elle dit en pleurant. « Merci de m'avoir dit que je n'étais pas folle. » C'est pour toutes ces maris que je raconte mon histoire aujourd'hui, pour que les femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, que leur instinct ne les trompe pas. Si vous vous reconnaissez dans mon récit, si vous vivez avec un homme qui remet constamment en question votre version des faits, qui vous fait douter de votre mémoire, qui retourne toujours les situations contre vous, écoutez-moi. Vous n'êtes pas folle. Documentez, gardez des preuves, trouvez des alliés. Et surtout, n'abandonnez jamais. La vérité finit toujours par triompher, même quand tout semble perdu. Moi, Carla Dubois, ex-Moreau, je suis la preuve vivante qu'on peut survivre au gaslighting et retrouver sa dignité. Et si j'y suis arrivée, vous le pouvez aussi. Racontez-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de témoignages comme celui-ci. Ensemble, nous briserons le silence.